Et Allô, allô? hello Alexandra, Coucou, comment ça va? ça va super et toi? Oui, super bien, merci. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne très bien de mon côté en tout cas. Donc Ok, génial. j'espère que pour ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, j'espère que ça va être le cas. Mais de toute façon, si jamais il y a des petits soucis de son, etc., voilà, qui n'hésitent pas à le dire en commentaire et puis on adaptera en fonction sans problème. Mais ça a l'air de fonctionner. Est-ce que toi, de ton côté, tu m'entends bien aussi? Alors, écoute, ça va pas très très fort, justement. Avant, ça allait mieux. Ah, est-ce que c'est mieux maintenant? Attends, je vais essayer de voir si c'est mon casque. Tu peux reparler pour voir? Est-ce que tu m'entends? Non, avant c'était mieux. Maintenant, je t'entends. C'est tout, tout doucement, en fait. Ah mince, bon, j'ai rien Ah, fait. c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est Ah, bon, on est bon, super. on est bon. Bon, eh Ok, ben, super. on bouge plus. Super. Bon, Alexandra, je suis ravie de t'accueillir sur on va dire, ce premier live Instagram pour expliquer un petit peu aussi aux personnes qui nous suivent. On avait fait des lives déjà il y a longtemps de ça. Et puis, on a décidé qu'on allait s'y remettre et que ça serait super chouette d'accueillir régulièrement, une fois par mois. Voilà, des personnes qui viendraient témoigner de leur expérience en tant que digital nomade ou bien salariés en télétravail qui voyagent, etc. Donc aujourd'hui, c'est Alexandra qu'on accueille. Et ben écoute, je t'en prie, présente-toi, qui tu es, ce que tu fais, on t'écoute. Ah, bah, alors, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de choses. Donc, si jamais tu me diras s'il manque des choses. Donc, voilà, je m'appelle Alexandra, moi, j'ai bientôt 40 ans et ça fait 8 ans que je suis 100% digital nomade. Donc, je voyage et que je vis à travers l'Asie, surtout. Je n'ai pas encore fait le tour du monde, donc j'y attends beaucoup, mais je suis restée bloquée en Asie. Donc, voilà, dans mes jobs à moi, donc j'ai une partie freelance pour des entreprises et j'ai aussi ma propre agence marketing. D'accord. Ok, ok, super. Et actuellement, tu es en direct de quel pays? De la Thaïlande, je suis à Koh Samui. De la Thaïlande, à Koh Samui. Alors, on sait comment ça se passe, comment en ce moment, la température, dis-nous tout. Ah, il fait super beau là, j'en ai de la chance, donc j'ai pas trop à me plaindre. Non, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre, je pense, par rapport à chez vous. Je sais pas quel temps il fait. Toi, t'es où en France? Oui, alors moi je suis dans le sud de la France et il fait plutôt beau. Le printemps commence à s'installer, je crois, un petit peu sur toute la France. Mais apparemment la pluie revient. Donc il va falloir encore attendre pour avoir du soleil. Voilà, le printemps arrive tout doucement, mais sûrement. Écoute, on va commencer sur les questions un petit peu plus sur ton parcours, etc. Donc aujourd'hui, comme tu dis, ça fait 8 ans que tu voyages et que tu vis vraiment cette vie de digital nomade. Mais il y a bien un commencement, hein, quelque part, de toute façon. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours rêvé de faire ou pas du tout? C'est plutôt venu comme ça par hasard, au fil d'un échange, d'une rencontre ou d'un déclic? Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à être digital nomade, c'était pas encore très connu. Ça s'est beaucoup déployé par après, tu sais, après le corona. Non, au début, pas du tout. Moi, j'étais venue en Thaïlande pour devenir prof de plongée. Donc, j'ai managé des resorts et c'est en manageant des resorts, en fait, aux Philippines que j'ai commencé à voir, en fait, des gens de mon âge qui arrivaient, qui restaient dans les resorts pendant 1, 2 mois avec leur ordinateur. Et je commençais à leur demander, mais comment ça se fait, en fait, que tu puisses voyager comme ça et en fait, même au niveau, tu sais, financier, quoi, de me dire, bah, qui peut rester en fait 1, 2 mois comme ça à vivre à l'hôtel. Et donc, ils ont commencé à me dire, bah, je suis digital nomade. Et c'était assez compliqué pour moi parce que du coup, j'étais sûre que digital nomade, c'était un métier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, tu sais, là-dessus. Donc, je ne savais pas ce que ça voulait dire être freelance et tout. Donc, ça a été très difficile pour moi de comprendre ce que c'était au début. Donc, bah, déjà de comprendre bah, qu'est-ce que je pouvais faire parce que après, je discutais avec des gens, bah, tu sais, il y a des gens qui sont dans la crypto, il y a des gens qui sont dans les finances, voilà, il y a des gens qui sont assistants virtuels et qui sont coachs en ligne. Donc, c'était un peu difficile, en fait, de me dire, mais moi, comment je vais trouver ma place là-dedans? Donc, à la base, moi, je viens du secteur de la santé et du sport, en fait, en Suisse. Et j'ai trouvé mon premier travail, en fait, c'était sur Upwork. Donc, c'est une plateforme pour les freelances. Et mon tout premier travail, je travaillais en fait pour des tapis de course en Italie et je gagnais 8 euros de l'heure à l'époque. Donc en plus, il faut savoir que Upwork, je crois qu'ils prennent maintenant 20%, donc il me restait pas grand-chose en fait Ah oui, sur en sur la effet. Suisse.
Ah ouais, mais j'étais super contente parce que pour moi, c'était juste la porte de me dire, ah oui, c'est possible en fait. Donc, Mm. c'est possible de le faire, c'est possible de travailler en ligne. Et puis après, bah, crescendo, j'ai commencé à trouver mes premiers clients et ça a commencé à augmenter comme ça petit à petit. Et c'est vrai que le grand boom après, ça a été pendant la période du coronavirus parce que bah, vu que je suis bilingue en plus, que je parle français et anglais, c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes justement d'entreprises en ligne et que j'ai vraiment développé ma compagnie et que j'ai pu me lancer à 100% là-dedans et gagner beaucoup mieux ma vie qu'en tant que manager de resort en Asie en fait. Ok. Donc en fait l'histoire c'est quand même assez fou, c'est que à la base tu partais pour être prof de plongée et finalement c'est parti sur complètement autre chose en regardant finalement d'autres personnes faire et se dire bah alors mais qu'est-ce qu'ils font et pourquoi pas moi en fait finalement et comment mettre en place ça pour que je puisse devenir moi-même digital nomade et vivre de cette activité, de mon activité ou en tout cas de mes activités. Oui, en Ça- plus, ce qui est impressionnant, tu vois, c'est que moi, j'ai un bachelor en digital marketing, donc que j'ai passé avant de quitter la Suisse, justement, bah, c'était plus pour mon entreprise, etc., que j'avais en Suisse. Mais ouais, j'avais pas en fait cette idée de transposer. En plus, moi, je viens du monde de la thérapie, donc j'avais pas cette idée de me transposer en tant que thérapeute en fait à travailler en ligne. Donc c'est ça qui était un peu difficile, ouais, c'est de se dire bah voilà, avec mes connaissances, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, on se rend compte que dès qu'on a des connaissances, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait, tout à fait. Enfin, faut juste voilà oser se lancer finalement et puis prendre confiance en soi en se disant bon ben voilà il y a plein de choses que je sais faire comme tu dis. Pourquoi pas maintenant le finalement entre guillemets le commercialiser et le mettre l'utiliser à bon escient pour que je puisse vivre uniquement de ça et puis pouvoir voyager un petit peu partout. Donc en fait tu avais commencé par la Thaïlande. Ah ouais, j'avais commencé par la Thaïlande, donc j'ai passé mon brevet de plongée en Thaïlande. Et après, bon, on a commencé à voyager donc par rapport à notre travail en tant qu'instructeur de plongée. Donc on a travaillé au Vietnam, aux Philippines. Puis après, on a commencé à beaucoup voyager. Ben, une fois qu'on a été digital nomade, là, on a pu vraiment voyager autour de l'Asie. D'accord. Alors depuis tout à l'heure tu dis on. Ah oui, Euh, avec mon compagnon, pardon. Avec ton compagnon. Et du coup, la petite histoire, c'est que donc toi, tu as lancé ton activité, tu as eu ce déclic de ton côté, etc. Mais vous étiez deux, en fait. Donc, comment vous avez réussi tous les deux bah, à avancer ensemble en étant, du coup, maintenant tous les deux digital nomades? Bah, en fait, ouais, pour lui, c'était pas possible parce que quand j'ai commencé à lui parler de ça, lui, il pensait que c'était plus un job. Au début, il pensait que c'était un peu un job pour les influenceurs. Donc, lui, il voyait des gens qui travaillaient en ligne, c'était plus justement dans l'influence, tu sais, avoir une chaîne YouTube, des choses comme ça. Et lui, il vient aussi du monde, donc il était opticien à la base, mais quand il était plus jeune, en fait, il avait fait des études en informatique. Et j'avais un client qui avait besoin d'une assistante virtuelle. Donc, à la base, c'était pour répondre à des emails, etc. Il fallait parler français-anglais. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à rentrer, en fait, dans l'équipe. Et puis, ben, petit à petit, il a gradé comme ça pendant quelques années jusqu'à passer manager, en fait. Donc, on a aussi beaucoup appris, en fait. On s'est beaucoup formé, hein. Chaque année, on se forme beaucoup. Donc, on a évolué avec les outils qu'il y avait aussi en ligne. Pour nous, c'était ça qui était plus différent. C'était un peu l'utilisation des outils en ligne. Ok, d'accord. Ok, super. Donc finalement, même à deux, c'est possible, hein, parce que parfois c'est un petit peu les sujets de oui, mais j'ai un compagnon, une compagne, j'ai aussi des enfants, parce que parfois ça peut être aussi des familles, etc. Et finalement, comment transformer bah, son quotidien pour devenir digital nomade, même quand on n'est pas seul. Donc c'est chouette d'avoir aussi ton parcours là-dessus et de montrer que même à deux, finalement, c'est possible. Ok, donc c'est parti. Donc tous les deux en Thaïlande. Et c'était quoi le premier spot où vous étiez en tant que digital nomade en Thaïlande? Alors, en Thaïlande, on n'était pas encore, hein. La première fois qu'on est arrivé, on était prof de plongée, donc c'était Koh Tao d'abord. D'accord. Mais le tout vraiment premier spot, on a été vraiment le digital nomade à 100%. Donc, ça a commencé aux Philippines et après, c'était au Sri Lanka. Donc, on a passé à Philippines. peu près 3 ans au Sri Lanka parce qu'il y a eu le Corona aussi, hein. Donc, on était bloqué au Sri Lanka, mais c'est vraiment le Sri Lanka où on a vraiment passé le cap d'être digital nomade à 100% et de se décider à arrêter d'être manager de resort ou prof de plongée, en fait. Ok, ok. Donc ça s'est quand même fait. Ça a quand même mis un petit peu de temps. Ouais, c'est Oui, pas bien non sûr. plus fait du jour au lendemain. Ok, ok. Et tu nous disais donc que tu as fait plein de pays. Est-ce que pour nous faire un petit peu rêver, tu peux nous les citer? Alors, je trouve que moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que quand je vois des gens qui partent faire le tour du monde en une C'est vrai. moi en 8 ans, ouais, voilà, moi en 8 ans, c'est vrai que je me suis restée bloquée sur l'Asie parce que bah
C'est vrai que le fait d'être digital nomade, j'aime bien en fait rencontrer le pays, avoir le temps de tout voir et tout. Et ce que les gens ils comprennent pas aussi, c'est que qu'on travaille quand même. Hein, donc C'est on ça. n'est pas comme des touristes. Voilà, ouais. Donc la journée, c'est pas je passe pas 8 heures à voyager et ça. Donc il y a quand même on travaille à côté. Mais on a fait donc tout ce qui était Philippines, on a fait la Malaisie, on a fait donc Kuala Lumpur, etc. On a beaucoup fait l'Indonésie aussi, la Thaïlande, on a fait les Maldives. Alors les Maldives pour habiter en tant que digital nomade, je te conseille pas du tout. On a fait Sri Lanka, on a fait Dubaï, on est revenu aussi une année, on a fait la Bulgarie quand on est revenu en Europe là pour nos passeports. Donc ça c'est plutôt ouais, c'est à peu près tout ce qu'on a fait en tant que digital nomade. C'est quand Ouais, puis même après, on pas a fait mal. bah, les autres pays, Hongrie et tout ça, oui. Ouais, c'est vrai que c'est chouette d'avoir cette liberté-là. Mais tu vois, quand tu disais pourquoi on n'avait pas passé le cap au début, parce que tu sais, quand tu as un vrai travail, maintenant je peux dire vrai travail, mais tu sais, à l'époque, tu avais un vrai travail, donc fixe, en tant que manager et tout, et tout d'un coup, tu commences à avoir des clients en ligne, et ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile en tant que freelance, c'est que bah, ton client, par exemple, il te lâche, je veux dire, c'est quand même compliqué, tu vois, tu te retrouves de nouveau sans rien et tout. C'est pour ça qu'on a mis un petit moment à se dire, est-ce que on se lance vraiment à fond là-dedans dans cette aventure-là, ou bien est-ce qu'on garde pas quand même quelque chose de stable à côté? Ok, donc peut-être ce que tu conseillerais toi finalement, c'est pour une transition un peu plus douce, c'est de commencer, enfin de garder son activité et de voir s'il est possible d'avoir peut-être une activité en plus en mode freelance et voir un petit peu comment celle-ci elle évolue. Et quand vraiment on sent qu'on est bien installé et que financièrement on est solide de pouvoir être finalement être seul, indépendant, dans ce cas-là on peut passer de l'autre côté et de se dire je vais le faire à 100%, mais vraiment ton conseil c'est quand même d'y aller doucement. Oui, oui, il y a des doucements, ou bien de devenir télétravailleur, hein, je crois que c'est ça. Donc pas comme un freelance, mais tu sais, l'entreprise qui s'engage, donc télétravailleur. Mais sinon, non, non, c'est d'aller petit à petit, et surtout, en tout cas, ce que je conseille aux gens, c'est de ne jamais avoir qu'un seul client. Hmm. D'avoir en tout cas deux, trois clients différents, même si c'est des plus petites sommes, mais au moins s'il y en a un qui arrête ou voilà qui vous lâche, d'avoir toujours en tout cas de quoi subvenir à ses besoins le temps d'en trouver un nouveau en fait. Ouais, c'est un petit peu l'expression de dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, quoi. Ouais. Bah tu vois, moi, mon Ouais. premier client, tu vois, c'était justement des tapis de course en Italie. Et bah pendant le Corona, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'Italie n'a plus eu le droit de faire de l'export. Donc voilà, c'était pas de sa faute à lui, mais tu vois, il pouvait pas, il devait fermer l'entreprise en fait. Donc c'est pour ça que c'est là que j'ai beaucoup appris aussi à avoir plusieurs. Donc j'ai des gros clients, mais j'ai aussi plusieurs petits clients. Comme ça, au cas où je me dis, bah s'il y en a un qui est plus là, qui doit fermer ou ça, j'ai quand même encore mon argent parce que moi c'est une de mes angoisses hein, de devoir arrêter de mon mode de vie. Donc je suis vraiment prévoyante pour ça. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est qu'aujourd'hui, tu vois plus de retour en arrière possible. Non, non, c'est fini. Non, non, je pourrais plus travailler euh, comme les gens normaux en fait. Tu vois, nous c'est quand même chouette parce que aussi avec l'Asie, ce qui est génial, c'est qu'on a entre 5 et 6 heures de décalage, donc ça dépend de l'horaire. Et tu vois, le matin, j'ai pas forcément besoin de mettre de réveil, mais le matin, bah, j'ai le temps d'aller me promener, etc. Moi, je fais tout mon travail le matin. Du coup, mes clients qui sont en Europe ou aux US, etc., quand ils se réveillent, bah, tout est prêt. Et je reçois mes premiers jobs à partir de 15-16 heures pour moi. Donc, c'est extraordinaire. Qui c'est qui Ah, demande le ouais, on a. statut? Oui, une petite question sur le Alors, statut. alors moi, j'ai une entreprise, j'ai ouvert mon entreprise en fait aux UK. Donc moi, en fait, au début, j'avais pas de statut. Hein. Moi, j'ai un statut de SD. Donc ça, il faut savoir, c'est aussi le problème quand t'es digital nomade. Moi, je j'ai pas de résidence à proprement parler. Donc maintenant, j'ai une résidence en Bulgarie et j'ai mon entreprise en fait qui est aux UK. Ok. Oui, parce qu'en fait, nous, on voit, on a des clients digital nomades qui finalement vivent quand même la plupart du temps en France, mais par contre, de temps en temps, se disent, bah, comme de toute façon, je peux télétravailler à la maison, pourquoi pas de temps en temps voyager, du coup, découvrir quelques pays, et je vais partir un mois, 2 mois, et dans ce cas-là, ça nécessite pas, en tout cas au niveau administratif, d'énormes changements, etc. L'idée, c'est juste d'être freelance en mode auto-entrepreneur, le statut en France et puis voyager de temps en temps. Mais là, pour le coup, toi, tu es vraiment toute l'année en Asie. Donc, En voyage. voilà, Oui, donc oui, c'est donc ça dépend. En plutôt. fait, non, puis ça dépend vraiment des gens, ça je leur dis, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment faire, mais en fait, déjà, ça va dépendre de votre résidence principale. Moi, vu que j'étais suisse et tout, c'était aussi différent. Et après, bon, on a pris la Bulgarie pour ça, mais
Je sais que par exemple en France, si vous êtes français puis que vous voulez être freelance comme ça et avoir une entreprise, ce serait un mauvais conseil par exemple que d'ouvrir votre entreprise aux UK parce qu'il y aura la double imposition, il y aura plein de choses comme ça. Donc ça va vraiment, ouais, avoir une résidence principale, c'est important. Mais après, ça Je dépend du pense. pays où vous vous mettez, ouais. En fait, je pense que, enfin moi, ça serait plus mon conseil à moi pour ceux qui ont envie de se lancer en, même en fait, j'ai envie de dire pour des indépendants ou des salariés, j'ai envie de dire pour les deux. Mon conseil, c'est plutôt de commencer doucement, c'est-à-dire de se dire bon bah c'est quelque chose qui m'attire, qui me plaît. Je commence par un pays pendant un mois, par exemple, et je teste. Je vois comment ça se passe, etc. Et petit à petit, si c'est vraiment un mode de vie qui plaît, ben dans ces cas-là, on commence à adapter les démarches au fur et à mesure, mais je pense qu'il faut y aller doucement parce que parfois on a un petit peu des clichés dans notre tête ou des images qu'on se donne et finalement la réalité est un petit peu différente. Donc c'est pour ça que ça se prépare, ça s'anticipe et puis c'est bien de commencer doucement. Ok. De ton côté, c'est quoi un petit peu ta journée type? Ben, ça va dépendre en fait des jours. Donc, comme je t'ai dit, je vais me lever, ouais, je vais me lever genre peut-être vers 7-8 heures comme ça. Et puis vraiment, tu vois, là, j'aurai le temps pour moi. Donc, de faire, tu sais, toutes ces choses qu'on n'a pas à le faire quand on a un travail normal, entre guillemets. Donc, vraiment de prendre du temps pour moi, d'aller faire mon sport, etc. Après, bah, je vais commencer à travailler, souvent sur les tâches qui sont un peu urgentes pour mes clients, pour moi-même, parce que j'ai mon entreprise. Et après, j'aurai de nouveau une pause et je vais commencer à travailler à partir de 9 heures, 10 heures, heure française, donc ça veut dire 15-16 heures chez moi. Mhm. Et là, je vais travailler pendant 2-3 heures, peut-être jusqu'à maintenant 19 heures chez moi, donc jusqu'à 14-15 heures françaises. Et après, j'arrête et je recommence un petit peu comme ça. Après, c'est vrai qu'il faut savoir que ça demande aussi être freelance. En fait, les gens, ils pensent que c'est magnifique et tout, mais ça demande d'être extrêmement organisé, toutes ces choses-là, parce que peut-être que du fait que je suis un peu plus âgée, c'est plus facile, mais je rencontre beaucoup de freelance qui sont, tu sais, qui sont plus jeunes, qui commencent, qui sont en Thaïlande et tout. Et du coup, on a vite cette envie de se dire, ah, mais aujourd'hui, bah, je vais passer ma journée à la plage et tout. Donc oui, on peut aller à la plage, on peut travailler depuis la plage, etc. Mais je veux dire, il faut être super organisé, quoi. C'est pas tous les jours les vacances et tout. Et la plupart des gens que je vois qui échouent, c'est souvent quand ils ont ce mindset-là, en fait. Donc il Mhm. faut vraiment arriver à faire la part des choses, tu vois, et des fois être super focus sur le travail, quoi. On travaille quand même. Mais c'est vrai qu'après, voilà, je vais pas me plaindre. Moi, je travaille 3-4 heures par jour en moyenne. Donc c'est pas non plus, c'est pas énorme. Non, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas pour moi, enfin, c'est mon avis, hein, perso, mais pour moi, c'est pas le temps de travail qui compte, c'est la productivité et l'énergie qu'on y met. Alors, on peut très bien être autant productif en travaillant 4 heures d'affilée que sur une journée classique, un 9-18 heures. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est bien que tu le soulignes, c'est que ça fait rêver cette vie-là, mais ça nécessite quand même une rigueur, une organisation. Et ne pas oublier que derrière, il y a une activité professionnelle à maintenir pour pouvoir continuer cette vie-là, justement. Donc, ça nécessite aussi parfois des temps de concentration pour pouvoir mieux profiter aussi derrière. Moi, je vois par exemple chez Télétravel, on a des fois des demandes de digital nomades, des personnes qui veulent bouger presque tous les jours. En se disant, moi j'ai trop envie, par exemple, je sais pas, hein, je donne un exemple d'aller à Bali, mais par contre j'ai envie de découvrir ça, 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 et je veux y aller un mois. Et à ce moment-là, on est un peu dans le conseil où on leur dit, oui, mais vous y êtes aussi avec votre activité professionnelle, et là, si vous devez bouger tous les jours, vous n'allez pas pouvoir dégager un temps suffisant pour pouvoir travailler correctement. Et donc, il faut faire attention à ça. On a très envie de voyager, on a envie de tout découvrir, je pense, quand on arrive. Seulement, il faut se calmer un petit peu, prendre un petit peu de recul et se dire, bon, voilà, on se pose pendant une semaine peut-être quelque part, et puis on voit petit à petit. Voilà, c'est un peu le conseil que nous, on essaye de donner, c'est de ne pas vouloir faire trop d'un coup, parce qu'il y a quand même le travail à faire à côté. Oui, et puis voilà, de voir aussi ce que ça c'est important aussi de vous positionner parce que par exemple moi j'ai une activité aussi de consulting, de coaching maintenant en digital. Donc moi j'ai beaucoup de rendez-vous quand même dans la journée. Je peux avoir jusqu'à deux trois coachings par jour. Lui mon compagnon il est plus maintenant dans tout ce qui est grosse marketing etc. Donc lui il a pas du tout de rendez-vous. Donc ça c'est aussi important hein, se dire bah voilà quel type de travail j'ai envie d'avoir, comment je le fais. Il faut savoir aussi que c'est difficile. Hein. Moi par exemple je suis formatrice pour le Canada. Il y a 10 heures de décalage. Donc moi, il y a des fois où je donne des formations, c'est 4 heures du matin.
Donc, Oui. c'est pas non plus évident, tu vois. Ok. Il y a Outre-mer qui disait quel est environ le salaire. Alors, ça, c'est très, très compliqué. Ça va vraiment dépendre de vous. Euh, Après, pour vous donner un ordre de base, moi, je pense que 2 000 euros, c'est assez, entre guillemets, facile à obtenir quand on est freelance. Si on se positionne bien et qu'on trouve des clients, c'est un salaire de base qui est correct. Mais après, voilà, à savoir que quand vous êtes freelance, vous devez payer vos charges, etc. Donc mais après, ça peut aller aussi très très haut. On peut vraiment, voilà, beaucoup plus gagner. Mais je pense qu'un salaire de base de 2 000 euros, si vous faites bien les choses, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre assez rapidement. Ouais. Et en plus, sur une base quand même de 2 000 euros, je pense plutôt notamment à l'Asie, ça permet de vivre quand même correctement sur place. Et ça, c'est bien Oui. aussi de pouvoir vivre aussi sur place, de profiter, d'avoir des activités, etc. C'est important. Oui, mais après, tu vois, les gens, ils calculent souvent pas. Donc oui, bien sûr qu'on vit très très bien ici, mais déjà, ben, quand tu vis en Asie, ce sera toujours plus cher pour toi, tu sais, que pour un local. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois, quand je vois des gens qui disent, ah, mais moi, je vis en Asie avec 500 euros par mois. Alors, je dis pas que c'est pas faisable, hein. Tu peux vivre en Asie avec 500 euros par mois. Je l'ai fait quand j'étais prof de plongée. Mais je suis pas sûre que tout le monde a envie de le faire. C'est hyper compliqué. Il faut aussi se dire qu'il y a les visas à payer, l'assurance santé. Il y a le fait aussi qu'on doit faire des visas run continuellement. Donc, c'est-à-dire que quand le visa est fini, en fait, on va partir dans un autre pays pour pouvoir y revenir. Donc, c'est chaque fois le tarif d'un billet d'avion. Je pense que il faut au minimum quand même compter entre 1 000 et 1 500 euros par mois pour vivre une vie correcte. Hmm. Ok. Une autre question sur les charges mensuelles, visiblement, sur la partie peut-être fixe, les charges fixes du quotidien. Alors, ça va aussi dépendre complètement de vous, d'où vous habitez. Euh, Tu vois, là, par exemple, là c'est vrai que ces mois-ci, on s'est fait plaisir. On a pris vraiment une jolie villa. Puis en plus, on est à Koh Samui. Donc, Koh Samui qui est mieux, c'est une des îles les plus chères de la Thaïlande. Donc, on va arriver à des loyers qui sont plutôt de l'ordre de entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Par contre, à Bali, pour 300-400 euros, tu trouves quelque chose. Si tu vas au nord aussi, à Chiang Mai, c'est aussi facile de trouver des appartements plutôt dans ces prix-là. Donc, en fait, Hmm. ça va vraiment dépendre de vous, de votre lifestyle à vous, en fait, par rapport à ça. Mais après, bon, les assurances, il faut compter à peu près 150 euros par mois. La nourriture, pareil, hein, la nourriture, c'est ce que je dis aux gens. On peut manger thaï tous les jours et ça va me coûter 2-3 euros, mais dès que je vais commencer à aller au restaurant pour les étrangers, donc manger des pizzas, manger du fromage, etc., on va être à peu près à des 12 à 20 euros le repas. Hmm. Ça dépend vraiment de votre budget et de comment vous voulez le faire. Ouais, c'est un petit peu ça. Moi, c'est souvent aussi ce qu'on nous dit quand on nous fait des demandes pour télétravail. Souvent, on nous dit, mais du coup, ça coûte combien? Alors, je sais pas, on dit, bah, tout dépend. Tout dépend de plein de choses. Tout Ouais. dépend si vous avez envie d'être dans une auberge de jeunesse avec plein d'autres personnes, ou si vous préférez avoir une villa avec piscine et être seul, ou être dans un hôtel. Il y a tellement de variantes. Et puis, en effet, sur la nourriture, c'est voilà, ça dépend si on mange au resto, si on se fait sa propre cuisine sur place ou autre. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais l'idée c'est de s'adapter au style de vie de chacun et au budget. Euh, Oui, puis les transports aussi, tu vois, ça va dépendre. Est-ce que tu prends oui. le taxi tous les jours? Est-ce que tu loues une voiture? Est-ce que tu loues un scooter? Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte là-dedans. Et justement, par exemple en Thaïlande, tu recommandes quoi en termes de transport, hein, là où tu es par exemple? Moi après, moi je fais que de la moto et du scooter depuis même avant de partir au voyage. Donc c'est vrai que nous on est tout le temps en moto, en scooter. Hmm. Après ça va dépendre des gens aussi de comment vous êtes à l'aise. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, ben la Thaïlande est facile, tu sais, pour trouver des taxis aussi, que ce soit des taxis moto, des taxis voitures. Donc on peut très bien, comment tu dis, voyager que comme ça. Après en Asie, moi je déconseille quand même la plupart du temps d'avoir une voiture parce que par exemple à Bali, la voiture c'est catastrophique, il y a beaucoup de bouchons, donc c'est pas comme chez nous quoi. Oui. Oui, oui, vraiment, Bali, je déconseille la voiture. Nous, en général, on fait louer des scooters pour nos clients. Et en fait, quand ils arrivent dans leur villa, on a déjà mis les scooters à disposition et on leur dit soit prenez le vélo, soit prenez le scooter en fonction de où ils sont. Mais la voiture, c'est vrai que certains nous le demandent et on dit non, non, on évite. C'est mieux pour vous, c'est plus simple. Mais du coup, dans des destinations aussi incroyables que là, par exemple, hop,
que Koh Samui actuellement, comment on arrive à rester productif? Parce que c'est toujours un peu la question, parfois qui fait peur aussi aux employeurs, hein, quand nous on a des télétravailleurs qui veulent vivre l'expérience, de dire bah oui, mais comment je peux convaincre mon employeur de vivre cette expérience parce que il va penser que je travaille les pieds dans le sable et que je vais rien faire de ma journée. Mais toi, quels sont tes conseils pour justement avoir une routine et rester productive? Après, je pense que ça va dépendre de la personne. C'est ça aussi qui est chouette parce qu'on peut vraiment adapter sa routine à comment on est. Par exemple, moi, je sais que je suis beaucoup plus productive le matin, tu vois, que le soir. Donc, ça m'arrange bien, en fait, d'avoir un moment tranquille le matin où, justement, tu vois, je reçois pas 1000 messages de choses à faire et tout, et après de pouvoir m'organiser comme j'ai envie. Par contre, oui, c'est quand même d'avoir vraiment une routine de se dire tous les jours. Après, bon, moi, j'ai aussi beaucoup de projets à côté, hein, parce que j'ai mon agence et tout, donc je suis peut-être pas comme un freelance normal, mais c'est vraiment d'avoir, je dirais, des plages de travail. Tu sais, on parle souvent de la méthode Pomodoro, des choses comme ça. Mm. Ça, je pense que c'est des choses qui m'ont vraiment aidé au début quand je me suis lancée, de se dire, OK, là, quoi qu'il arrive, en fait, ces plages-là, elles sont pour le travail et tout. Et après, ben, je me laisse, bien sûr que je me laisse peut-être, tu vois, 2, 3 heures par jour, et ce qui est déjà énorme, tu vois, 2, 3 heures par jour pour visiter, voyager, mais d'être focus, de trouver aussi des endroits où vous êtes bien pour travailler. Parce que voilà, c'est très beau de travailler depuis la plage, mais bon, si vous avez le soleil qui tape dessus ou qu'il y a C'est beaucoup de ça. bruit, c'est aussi plus compliqué. Donc, de trouver des coworking space, voilà, d'avoir un petit peu ces routines-là, d'être entouré aussi, hein, dès que vous voyagez, de regarder un peu les freelance digital nomades qui est autour de vous, parce que nous, souvent, ça nous arrive en fait de se retrouver tous ensemble, d'aller travailler entre guillemets ensemble, et ça aide à rester focus aussi. Chouette. C'est bien cette notion aussi de communauté et d'aller un petit peu aussi chercher des échanges avec les autres. C'est top. Alors, je trouve qu'il y a deux aspects. Il y a à la fois les échanges avec les communautés de freelance, digital nomades qui sont très présents sur des destinations. Donc, ça peut aider. C'est rassurant aussi d'avoir d'autres personnes dans notre situation. Et il y a aussi l'aspect rencontre avec les locaux et les échanges avec les communautés locales. Euh, Toi, tu t'en penses quoi de cette partie-là? C'est-à-dire, est-ce que tu essayes de rentrer en contact aussi avec les locaux, de participer à la vie locale? Est-ce que tu as des petits conseils, ce genre de choses? Alors oui, alors moi, c'est vrai que moi, je suis l'antisociale. Là, je dis les coworking et tout, je suis pas à fond là-dedans. Moi, j'aime bien être tranquille et tout. Nous, c'est vrai qu'on essaye vraiment d'être en contact avec les locaux tout le temps, donc de vraiment se dire, voilà, comment ils mangent, tu sais, de s'intéresser au pays et tout. Après, jusqu'à les parler, ça, je dirais pas, parce que c'est quand même compliqué, hein, c'est des langues qui sont compliquées, mais pour nous, c'est très important en fait de faire comme on appelle du slow traveling, donc de vraiment comprendre le pays où on est, de comprendre comment il fonctionne, voilà, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Donc, il y a des pays qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Par Mhm. exemple, je pense au Sri Lanka, l'Indonésie, c'était très, très facile d'avoir des amis, etc. La Thaïlande, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué d'avoir des amis thaïlandais. Je sais pas si c'est dans les mœurs ou les choses comme ça. Mais voilà, ça va vraiment chaque fois dépendre du pays, un peu où on est. Mais non, non, moi, je fais extrêmement attention à ça, à aller chercher, faire mes courses dans les petits marchés, tu vois, de poser aussi des questions, tu vois, à quoi ça sert, comment vous le cuisinez vous, etc. Donc ça, j'aime bien, ouais. Ah, chouette, chouette, chouette. Ouais, c'est important parce que c'est vrai que tu dois le savoir, il y a quand même des vrais clichés hein, sur les digital nomades et sur toute cette partie de se dire, bah, voilà, c'est des gens qui voyagent tout le temps, qui prennent même pas le temps de découvrir la culture locale, qui restent entre eux, etc. C'est un peu le cliché et je trouve que c'est bien aussi que tu viennes appuyer là-dessus pour dire qu'il n'y a pas que ça, finalement. Non, mais après, tu vois, ça va à chaque fois dépendre, en fait, de la personne, c'est ça Mm. aussi. Donc, moi, je conseille, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, tu peux pas obliger quelqu'un à faire ça. Donc, je comprends aussi, hein, qu'il y a des gens, moi, je vois, je rencontre des gens qui sont très forts communauté, tu vois, Mm. justement, typiquement en Thaïlande, où ils vont faire que des choses ensemble. Je sais même pas s'ils ont déjà parlé à un Thaï une fois de leur vie, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Il y a des gens, quand ils voyagent que dans des resorts, tu sais, qui sont protégés. Il y a d'autres gens, quand ils voyagent, pour eux, ça veut vraiment dire partir à la découverte du monde. Mm. Donc ça va dépendre de la personne. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, il y a des personnalités et puis il y a plein de choses. Je sais que nous, chez Télétravel, on essaye toujours dans nos séjours qu'on propose à nos clients, alors au maximum, après bien sûr, on s'adapte à chaque personne, mais de proposer des activités qui vont pouvoir leur permettre de rencontrer des locaux. On essaye vraiment au maximum de favoriser ce type d'activité en dehors des heures de travail, mais des choses simples, hein, mais ça peut être un cours de cuisine avec un local, voilà, mais c'est de l'échange, c'est de la rencontre, et puis on sort un peu de la zone
on reste C'est entre nous, et confortable. voilà. Donc voilà, on essaye à notre manière de favoriser en tout cas ces échanges-là. Ok. Est-ce que tu as des petits outils, euh, n'importe lesquels, hein, j'ai envie de dire, mais qui t'aident au quotidien dans ta vie digital nomade, des outils qui soient informatiques ou autres, mais tu te dis, mais je peux plus m'en passer, enfin, tu le conseilles, quoi. Bon, après, voilà, le premier, je pense que tout le monde a compris, c'est l'ordinateur. Ah bah L'ordinateur, oui, le vaut téléphone. mieux. Euh, non, des outils qui m'aident vraiment, je pourrais pas dire comme ça. Non, c'est ça, c'est vraiment la chose principale. Vraiment, alors, tu parles aussi de mettre le prix. Par exemple, bah, ça c'est tout bête, mais avant j'avais pas de casque. Moi, j'avais tu sais, toujours des vieux écouteurs et tout. Et depuis que j'ai vraiment investi dans un casque, je sens que mon travail aussi il est beaucoup mieux parce que je peux me focus. J'entends beaucoup mieux les gens. Après, moi, ce qui est difficile, alors, par contre, je suis digital nomade, mais je suis encore très papier. Moi, j'ai tout essayé, hein, les tablettes, tout ce qu'il fallait et tout. Mais j'ai toujours un carnet, mes stylos, voilà. Donc, chaque fois que je suis dans un pays, je dois racheter du papier. Euh, mais sinon, non, ouais, c'est vraiment de se dire, il faut pas lésigner, en fait, je pense, sur son matériel. Hmm. Ça, c'est vraiment important. Tu vas pas se dire, ah, je vais prendre le petit ordinateur à 200 euros, les petites choses comme ça et tout. Il faut Hmm. vraiment se dire, voilà, c'est quand même ton matériel de travail, donc il faut que ce soit pratique, voilà, il faut que tu puisses le prendre partout. Ça, c'est très, très important. Ouais, non, non, c'est important. Ok, super. Ah bah, le petit carnet, moi aussi, hein, j'ai mon petit carnet à côté. Ouais, Il c'est y a ça qui pas de laisse en souci. profiter de la place. Bon, le mien, il est tout petit. Je crois qu'il y a une Bah, question pour toi, là, cette fois. oui, est-ce que vous proposez des coworking space dans vos packages? Oui, tout à fait. En fait, quand vous partez avec Télétravel, on vous fait un petit carnet de voyage avant de partir. Et dans ce carnet de voyage, vous retrouvez une liste d'espaces de coworking ou de cafés, bars où vous pouvez travailler en fait à proximité de là où vous êtes. Donc, ça vous permet quand vous arrivez sur place d'avoir déjà cette liste-là et puis de pas trop vous prendre la tête pour trouver des lieux où bien télétravailler. Euh, ok, ok, on va finaliser un petit peu parce qu'on s'était dit 30 minutes. Donc, il me reste encore quelques petites questions pour toi. Moi, la première question, ça serait si tu devais aujourd'hui, du coup, euh, donner un conseil ou en tout cas dire quelque chose à des personnes qui hésitent à se lancer dans la vie de digital nomade, dans la vie de freelance et dans le voyage comme ça. Euh, qu'est-ce que, quel serait ton petit mot à toi? Voilà, pour les encourager et leur dire, n'hésitez pas, il faut y aller. Ah ouais, bah ouais, exactement. Je dis, n'hésitez pas, il faut y aller parce que vraiment, c'est quand même un métier, si je peux dire ça, même si on sait que digital nomade, c'est pas un métier, hein, mais le fait d'être, comment on peut dire, libre comme ça et tout, c'est quand même magnifique. Tu vois, de pouvoir se dire, bah voilà, quand il fait mauvais, je peux faire ça. Après, je pense aussi à autre chose, tu vois. Moi, bon, maintenant, j'ai une fille, mais elle est grande, maintenant, elle a 20 ans, etc. Ça compte plus. Mais je me dis, pour une maman, moi, j'aurais voulu, tu vois, avoir ça parce que tes enfants, ils sont malades. Donc, tu peux, tu sais, comment tu peux dire, tu peux un peu plus aménager ton temps, tu vois, parce que au pire, bah, tu prends ton ordi avec au travail ou des choses comme ça. Donc, moi, je pense que c'est un métier qu'il faut essayer. Par contre, il faut, au début, bah, déjà, il faut pas baisser les bras. C'est compliqué, bien sûr. Il faut se former, hein, tout le temps. Ça, c'est vrai qu'il faut rester, voilà, il faut être le meilleur. Hein, ça, il n'y a pas de, Mm. en plus, maintenant, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui essaient de se lancer et tout, donc il faut vraiment être le meilleur quand vous vous lancez. C'est hyper important de faire les choses bien. C'est pas parce qu'on travaille en ligne et tout que c'est beaucoup plus facile et rose. Il y a des gens aussi qui sont pas faits pour ça. Donc c'est pas parce que vous vous rendez compte à un moment donné que vous êtes pas fait pour ça que vous échouez. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc il faut se rendre compte. Hein, moi j'ai une amie qui était freelance, qui travaillait en ligne. Au bout de 6 mois, elle est retournée au travail parce qu'elle a dit non, moi elle avait besoin en fait, elle d'avoir un cadre, de voir ses amis, etc. Donc il faut tester les choses et aussi avoir un esprit hyper ouvert. Parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'on peut vraiment faire travailler dans tout et n'importe quoi entre guillemets. Même si ça ne veut pas dire n'importe quoi, mais vraiment il y a plein d'opportunités de travail en fait en ligne. Ouais, finalement, faut pas se fermer des portes en se disant, moi, je sais faire ça, donc je vais faire que ça, alors que finalement, il y a d'autres opportunités qui Ouais. peuvent vous attendre. Ok, super. Ouais, je pense il faut se lancer dans la vie. Et après, comme on disait au début, on y va doucement, étape par étape, on teste, on apprend. Et je pense que c'est comme ça que, voilà, toi, t'es pas devenu digital nomade comme ça du jour au lendemain, et ça s'est fait petit à petit. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il faut prendre son temps. Et est-ce que du coup, maintenant, ça fait 8 ans
de cette vie de digital nomade. Finalement, qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi-même grâce à ça? Alors, je pense la patience aussi, le fait, tu vois, de me dire que j'étais hyper résiliente. J'étais aussi sûre. Alors, ça, c'était bien au début. Ce qui m'a beaucoup changé par rapport aux 8 ans, ce qui a changé ces dernières années, c'est aussi le fait qu'on se pose beaucoup plus. Tu sais, je t'avais dit, avant, moi, je changeais. Donc, je vivais à l'hôtel. Hein, moi, pendant des années, j'ai vécu à l'hôtel. Donc, c'était Mm. génial de vivre à l'hôtel. Tout le monde se dit, ah, ben, quelle vie incroyable et tout. Et alors, on changeait d'hôtel chaque 3, 4 jours. Parce qu'on se disait, ah, mais c'est génial, tu vois, tu peux faire ça, tu peux avoir la villa et tout. En fait, ça, c'est très, très vite fatigant. C'est, Ouais. moi, je pourrais plus. Ça, c'était vraiment, voilà, on a presque fait un burn-out à cause de ça parce que c'était beaucoup plus. Donc, c'est vrai que nous, maintenant, on reste minimum 2, 3 mois dans un endroit. On essaie d'avoir un endroit fixe, tu sais, quand même un petit peu son petit cocon de la maison où tu te sens chez toi. C'est quand même plus agréable. Je pense aussi. Mais typiquement, je prends mon exemple de. Alors moi, je suis pas digital nomade, pas freelance, mais je suis salariée en full remote, donc en 100% télétravail. Et il y a 2 ans de ça, je suis partie avec mon conjoint au Mexique et beaucoup nous disaient ah, mais vous allez faire le tour du Mexique, vous allez aller où, etc. Et en fait, nous, on a fait plutôt le choix de rester on avait loué en fait une petite maison pas loin de. Enfin, on était à Playa del Carmen, donc entre Cancun et Tulum, grosso modo. Et on a fait le choix en fait de rester dans cet hébergement, ce qui m'a permis à moi, qui du coup télétravaillais, d'avoir vraiment cette stabilité. J'avais ma maison, on avait nos affaires, tout était posé. J'avais mon environnement de travail, je connaissais du coup l'environnement autour et c'était beaucoup plus agréable pour moi dans cette position-là. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en mode backpack, on prend le sac à dos et on bouge tous les jours, on travaille. Donc une fois qu'on a trouvé un endroit où on est bien, je pense que le mieux, c'est d'y rester. Après, je comprends hein, les jeunes qui ont envie de faire ça. Je trouve ça magnifique. Je connais plein de jeunes qui font ça, mais à l'époque, voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien. Mais maintenant, je me rends compte ouais, que c'est pour moi, en tout cas, j'ai besoin de ce cocon. Tu vois, par exemple, si, puisque bon, là, c'est, voilà, à Koh Samui, on a pris une maison. En Indonésie, à un moment donné, on vivait à l'hôtel. Après, on a pris une maison. Mais par contre, tu vois, si je reste à l'hôtel, je vais toujours réserver, en tout cas pendant 3, 4 semaines en avance. Tu vois Hmm. ce que je veux dire pour rester. En tout cas, j'ai pu faire l'erreur de chaque 2 jours reprendre mon sac à dos, repartir et tout, parce que au niveau mental aussi, c'est très compliqué parce que tu dis, ah, mais où est-ce que je vais dormir? Donc, tu passes du temps, en fait, à chercher un logement, tu passes du temps à défaire, refaire tes affaires, etc. Donc, en tout cas, moi, c'est ça, ouais, ça, c'est quelque chose qui a changé où je me pose beaucoup plus longtemps maintenant, quelque part, qu'au tout début, quand j'étais digital nomade et que je me disais, ah, c'est trop cool, je vais voyager partout Hmm. et chaque jour, je fais quelque chose, tu vois. C'est ça, mais après ça s'entend aussi, c'est un petit peu la folie aussi du début et de se dire ça y est, je l'ai fait, maintenant j'y suis, j'ai envie de découvrir le monde et c'est tout à fait normal, mais je pense qu'en effet c'est bien d'y aller par étapes et puis on sera, je pense, le risque, c'est d'être dégoûté un petit peu de cette vie-là et du coup de mal le vivre et donc de revenir en arrière alors que c'est dommage, c'est pas le but. Donc on y va étape par étape, c'est très bien comme ça. Ouais, puis de se rendre compte aussi que tu peux pas travailler de n'importe où non plus parce que, mine de rien, bah voilà, moi Mm. j'ai vécu, bah, en tout et pour tout, je pense que j'ai vécu pratiquement 1 année et demie en Indonésie. L'Indonésie, par exemple, c'est très bien quand tu sais, quand on est dans les centres, hein, Canggu et tout ça. Mais par exemple, dès que tu arrives sur un peu plus le nord, comme Ahmed et tout, typiquement, bah là, Internet n'est pas tout le temps bon, il y a beaucoup de coupures d'électricité, etc. Donc, ça aussi, ça devient délicat parce que, bien sûr que mes clients, ils vont comprendre si un jour je leur dis, ah bah attention, là, j'ai une coupure d'électricité et tout. Mais je veux dire, si ça arrive continuellement, bah, Mm. ils vont prendre quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est Tout aussi est important. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Donc bien faire attention à la connexion Internet, ça paraît bête, mais c'est un vrai Basique. sujet. C'est un vrai sujet. Ouais. C'est un vrai sujet. Et c'est aussi, enfin, nous, c'est aussi pour ça qu'on a créé aussi Télétravel. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des télétravailleurs ou des digital nomades qui avaient l'habitude hein, de voyager comme ça, qui savaient trouver des hébergements, mais en fait juste déjà ils étaient fatigués de passer des heures et des heures à chercher le bon hébergement, à quel endroit, à quel moment, est-ce qu'il y a une bonne connexion internet, est-ce que je vais pas être déçu en arrivant. Donc l'idée vraiment avec Télétravel c'est ça, c'est de se dire bon bah nous on leur prévoit les hébergements qui correspondent à ce qu'ils veulent, à leur budget et dans la zone, mais on sait aussi leur dire bah non ici nous on pourra pas en tout cas vous proposer un hébergement parce qu'on sait très bien
que ici il n'y a pas une bonne connexion Internet. Après, libre à vous, hein, bien sûr. Mais le but, c'est de faire attention à ça et ça, c'est quand même la base. Ouais, c'est important, mine de rien. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a un petit peu dépassé le timing. Oui, c'est pas grave. C'était On va agréable, peut-être en tout cas. Merci à tous. merci. On va peut-être conclure sur peut-être ta prochaine destination. Est-ce que vous restez en Thaïlande pour le moment? Est-ce qu'il y a une autre destination en tête? C'est quoi les projets à venir, hein? Alors, on va essayer de faire, tu sais, il y a un nouveau visa pour les digital nomades en Thaïlande, là où on peut rester 5 ans maintenant. On va quand même essayer de l'obtenir. Sinon, ben, on aimerait bien rentrer en Europe peut-être pour les fêtes de Noël. Mhm. Et après, ben, on a décidé qu'on allait arrêter l'Asie. Et puis, on va partir plutôt du côté de voilà, tout ce qui est Mexique et tout. Parce que je Ah, pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise, il faut qu'on sorte. Nous, notre zone de confort, c'était l'Asie. Je pense que c'est le moment, tu vois, que je disais aux gens, ah, mais non, au bout de 8 ans, il faut que j'aille voir d'autres pays, quoi. oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, bah moi, je vais pas dire le contraire. Le Mexique, c'était incroyable. Je conseille à 100%. C'était une expérience de dingue. Et puis, bon, là où on était pour le coup, nous au Mexique, c'était vraiment adapté pour télétravailler, une très bonne connexion. Il y a plein d'infrastructures adaptées. Et puis, la vie dans les Caraïbes, là où on était, bon, il y a pas à se plaindre. Non, Ok, c'est sûr. bon, bah, super. Bon, bah, on espère Merci qu'on va pouvoir beaucoup. suivre tes prochaines aventures. Bah oui. Et Et peut-être, puis, du coup, en si Amérique les du gens ont Sud. des questions, oui, si les gens ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Hein, donc, je peux pas répondre à tout, mais si je peux donner, vous aider, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de problème. Super. Bah, on peut te suivre sur Insta et sur LinkedIn aussi? Oui, ouais. Après, je suis pas très active dans les réseaux sociaux, mais où je suis plus active, c'est Facebook. Mais sinon, si vous m'envoyez un message, je le verrai de toute façon sur LinkedIn ou sur Insta. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, super. Bah, on va te suivre de près. Et je te remercie encore d'avoir participé à ce live. Et je te souhaite une belle journée. Et merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.